Martinet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour Frontières. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Vous êtes un ancien agent du service action de la DGSE. Vous êtes spécialiste également des questions d'islamisme parce que vous travailliez justement à l'époque sur ce sujet, notamment en faisant des filatures d'islamistes, ce que vous racontez très bien dans vos nombreux ouvrages, dont l'ouvrage plus connu qui s'intitule Prise en otage. Donc on propose aussi à ceux qui nous écoutent en description de cette vidéo. Pendant cet entretien, l'objectif va être justement de revenir, après le 7 octobre, sur la réalité de la situation de l'islamisme aujourd'hui en France et en Europe, de revenir sur les propositions évidemment de Bruno Retailleau. Alors évidemment, avant de commencer, j'invite nos auditeurs à la fois à s'abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à mettre un pouce bleu, également à télécharger notre application mobile. Et je les excuse aussi pour ma voix, parce que j'ai la voix un petit peu cassée. Je pense que c'est la rentrée, mais de toute façon, ça n'est pas important. Alors conformément à notre tradition, Pierre Martinet, je voudrais commencer par une citation. Elle vient de l'ancien ministre des Affaires étrangères des Émirats. « Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe en raison de l'absence de prise de décision, de la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. » Qu'est-ce que cela vous évoque ? C'est très juste. C'est très juste parce que quand les frères musulmans ont vu le jour, c'était pour remettre l'islam au cœur des sociétés occidentales, parce qu'elles étaient trop, selon Hassan al-Banna, elles étaient trop européanisées, occidentalisées. Donc il avait pour but de remettre l'islam au cœur de la société. C'est-à-dire et ça a fonctionné. Quand on voit la photographie de tous les pays musulmans, ne serait-ce que le Pakistan, l'Afghanistan, l'Égypte et bien d'autres pays, on a vu qu'il y a un changement quand même de photographie et ils se sont vraiment islamisés. Et donc après, il y a aussi une volonté d'importer cet islam rigoriste et fondamentaliste en Occident. Parce qu'ils comptent aussi, alors déjà ils s'inscrivent sur un temps très long, et ils comptent aussi sur le déclin des États-Unis. Pour eux, prendre une place à l'Occident va commencer par le déclin des États-Unis, qui va entraîner le déclin de l'Europe. Et si on regarde bien la situation aux États-Unis et en Europe, c'est un peu ce qui se passe, même s'il y a quelques sursauts pour retrouver une culture que nous sommes en train de perdre, il y a quand même un certain déclin. Donc il y a eu en Europe en particulier une infiltration idéologique de cette mouvance islamiste et qui a été accélérée ces dernières années par l'arrivée régulière, on va dire, parce que si je dis massive, on va me dire non, c'est faux, mais on va dire qu'il y a une arrivée régulière d'immigration arabo-musulmane qui adhère plus au projet des frères musulmans qu'à notre histoire et à notre mode de vie. Donc tout ça fait que on peut retrouver aujourd'hui effectivement plus d'extrémistes religieux qu'au Proche ou Moyen-Orient. Alors, par extrémisme religieux, il faut distinguer trois choses, enfin plutôt deux choses. La partie idéologique, elle se représente par les revendications religieuses du quotidien, c'est-à-dire, on peut citer l'affaire qui s'est déroulée récemment avec le voile dans une école de Tourcoing. Et tout ça, c'est au quotidien, cette idéologie-là, eh bien, avance doucement, mais avance sûrement. Et ensuite, l'action violente. L'action violente vient, on va dire, selon moi, elle est par rapport à ce que je vous disais précédemment, elle est moins efficace que la première. Parce qu'une action violente, ça a pour but de créer la psychose, mais aussi pour se retourner contre ces musulmans-là. Donc c'est effectivement, aujourd'hui, l'Europe étant de plus en plus islamisée, il suffit de voir la photographie de 1984 et la photographie de 1924 dans toutes les capitales. Londres, Paris, Bruxelles. Bruxelles, ça a été, on va dire, le laboratoire de cette mouvance frériste, et, avec un quartier qui est mondialement connu, c'est Molenbeek. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans une situation vraiment, je pense aujourd'hui dans une situation où certaines personnes prennent conscience qu'il y a vraiment un virage et qu'il y a vraiment une nouvelle mouvance islamique qui se met en place en Europe. Et à côté de ça, il y a ceux qui ne font rien
et qui, au contraire, les aident à se développer. Et quand je dis les aident à se développer, les accompagnent dans leurs idées, les défendent. Je mets surtout en exergue une certaine gauche en Europe et une certaine gauche en France, LFI pour ne pas la nommer. Et depuis le 7 octobre, on voit à quel point LFI se sont mis au service de cette cause. Ils sont vraiment les idiots utiles de cette mouvance et de ce projet qui avance encore plus depuis le 7 octobre. Pour parler un petit peu d'actualité, on a un nouveau ministre de l'Intérieur, locataire de la place Beauvau, Bruno Retailleau, qui a souvent tenu un discours assez ferme, oui. Notamment en dénonçant, aux côtés de François Fillon, ce qu'ils appelaient le totalitarisme islamique. Alors ma question, elle est double. D'abord, comment jugez-vous ces premiers pas, évidemment, même si pour l'instant on n'en est pas au stade des actions. Et deuxièmement, qu'est-ce que très concrètement il devrait faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous-même? Lorsqu'on en parle régulièrement, vous me dites, les politiques aujourd'hui parlent beaucoup d'islamisme, mais proposent peu de solutions concrètes. Alors effectivement, quand il était avec François Fillon, quand il n'était plus aux affaires, c'est là que je dis, je vais faire... quand ils ne sont pas aux affaires et quand ils sont aux affaires. Ce sont deux discours différents. Bien sûr. Et quand ils ne sont plus aux affaires. Et quand ils ne sont plus aux affaires, évidemment aussi. François Fillon avait écrit un petit livre comme ça sur comment lutter contre le totalitarisme islamiste, et c'était très bien. Tout était écrit dedans. Il suffit de prendre ce livre et l'appliquer. On pourrait ralentir, voire stopper à terme le projet islamiste. Alors, le nouveau ministre de l'Intérieur a toujours eu un discours très clair et très ferme sur le projet islamiste, sur les frères musulmans, sur l'islam fondamentaliste. Il était pas aux affaires, mais il est sénateur, donc il avait quand même une voix qui portait. Et aujourd'hui, il a la possibilité d'influer sur certaines prises de décision concernant ce projet islamiste. Malheureusement, et là je vais être un peu négatif, c'est que j'ai l'impression qu'il est assez isolé dans ce gouvernement à avoir ce genre d'envie et ce genre de vision. Je n'ai pas entendu le Premier ministre parler de lutte contre l'islam radical. Je n'ai pas entendu d'autres ministres en parler. Il est le seul à en parler. Alors c'est très bien parce qu'au moins il y a déjà quelqu'un dans le gouvernement qui est prêt à prendre des mesures pour stopper ce projet islamiste. Et il faut une volonté politique pour le stopper. On n'y arrivera pas si ça ne devient pas du politique. Et pour que ce projet... Avant de le stopper, ça va être dur parce que, encore une fois, l'erreur que nous commettons, c'est de penser que c'est un projet franco-français. Non, c'est un projet global, c'est un projet mondial. Donc en France, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur certains textes qui pourraient nous aider à le stopper ou à le ralentir. Avant de le stopper, il va falloir le ralentir et inverser certaines choses. On pourrait devenir le fer de lance en Europe dans la lutte contre ce projet islamiste. Donc ce qu'il faudrait faire, la première des choses à faire, et pour l'instant, il me semble qu'il en a déjà parlé, je ne veux pas dire de bêtises, mais il a déjà parlé des frères musulmans. Les frères musulmans, par exemple, la première des mesures à prendre, si j'étais moi aux affaires, si j'étais moi Premier ministre, c'est de l'inscrire sur la liste, être la première nation en Europe à l'inscrire sur la liste des groupes terroristes et l'interdire. Il a interdit en Arabie Saoudite, il a interdit en Égypte, pays où il a vu le jour en 1928, et il a interdit là-bas. Et il commence à devenir non désirable dans certains autres pays musulmans. Donc ça serait une première mesure. Premièrement, reconnaître qu'il y a un vrai projet derrière cette mouvance, qu'il y a un réel projet, j'allais dire invasion, alors je ne vais pas parler de termes, parce que ça peut être mal interprété, mais il y a une réelle volonté d'imposer cet islam en Europe de façon à imposer à terme une certaine charia à l'européenne. C'est-à-dire avoir un islam qui va peser sur les décisions politiques en Europe. Ça se fait de plusieurs façons. Dans les strates des sociétés, dans les strates administratives des sociétés, par aussi les élections locales, les mairies. C'est très important aujourd'hui, les mairies qui tombent sous le joug d'un islam rigoriste. Et vous le voyez. Trappe. Comment ? On le voit à Trappes. À Trappes et d'autres. D'autres. J'allais parler de Londres. Le Premier ministre écossais, quand il lance l'appel à la prière depuis son bureau, c'est un symbole très fort.
à Londres, quand sur le pont vieux, Tower Bridge. Il a de la famille dans la bande de Gaza, D'ailleurs. Et donc, il y a tous ces symboles qui commencent qui avancent, qui nous prouvent qu'il y a un réel projet d'islamisation. Qu'est-ce que c'est ? C'est le djihad. Le djihad, c'est pas forcément armé. Le djihad, c'est aussi une infiltration idéologique des cerveaux. Le djihad, le califat, et ensuite la charia. Ce triptyque-là, ça leur permettra de s'imposer à terme. Si nous faisons rien, et pour l'instant, nous ne faisons pas grand-chose. Donc ça serait déjà une réelle avancée qu'il y ait un Premier ministre ou un président de la République qui dise oui, il y a un projet derrière la mouvance des frères musulmans, oui, il y a un projet global de cet islam fondamentaliste et il faut le stopper. Ça serait une première. Ça serait pas une victoire, mais ça serait tellement bien d'entendre ça. Parce qu'on pourrait derrière, à partir de là, on pourrait travailler. 2, c'est de criminaliser le salafisme, puisque le salafisme est considéré comme une dérive sectaire de l'islam. Donc le salafisme aujourd'hui alimente pas mal de djihadistes, alimente pas mal de groupes terroristes. Et ça, c'est important aussi de le faire. Ces 2 premières mesures-là, ça serait déjà un grand pas vers un changement. Maintenant, je suis assez pessimiste quant à la volonté de notre gouvernement de prendre ce genre de mesures. Pas que celui-là, hein. Les précédents, c'est pareil, parce que ça les mettrait en porte-à-faux vis-à-vis de certains pays qui alimentent aussi ces mouvements et ce projet. Je pense notamment au Qatar et bien d'autres. Hein. Mais quand vous dites qu'il faut interdire, par exemple, le salafisme, on se retrouve aujourd'hui avec des Français qui sont salafistes, oui, qui font des prêches radicales. Oui. Même si on met en place une loi, au pire, ils peuvent passer 3 ans en prison, mais ils sont encore en contact avec l'extérieur. Bien sûr. Ces gens restent. Oui. Comment on fait avec eux ? Eh bien, il y a 2 choses. Il y a effectivement des gens qui sont français, nés en France, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas français, qui sont étrangers, 2 qui ont la double nationalité. Mais arrêter des gens, c'est bien. Mais déjà, effectivement, si on les arrête, mais déjà avoir la volonté de lutter contre ça, ça serait déjà très important. Symboliquement, ça serait une grande avancée déjà. Mais on a peur de prendre cette mesure. Effectivement, après, c'est un combat de longue haleine, c'est un combat de très très longue haleine, parce que il ne faut pas penser que c'est le juridique qui va stopper ce projet. Parce qu'en face de ce projet, nous n'avons rien à leur mettre en opposition. Nous n'avons pas non plus de projet. Je fais un parallèle souvent avec le nazisme. Le nazisme s'est développé sur la frustration des Allemands suite au traité de Versailles, la pauvreté du pays allemand et le manque de projet. Il y a une personne qui s'est élevée et qui leur a proposé de redevenir fiers de ce qu'ils étaient. Le projet islamiste, c'est ça, redonner la fierté aux musulmans. Et dans ce projet-là, il y a aussi mettre le musulman en position de victime. Et ça, c'est important. Et donc, nous, dans notre projet, il faut qu'il y ait à la fois une lutte idéologique, mais il faut qu'il y ait en face de cette lutte idéologique apporter un vrai projet de société. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des Français être fiers de ce qu'ils sont, fiers d'appartenir à notre pays ? Tout ça, on a besoin de leur redonner. On a besoin de redonner à la jeunesse l'envie d'être français, l'envie d'avoir son drapeau. Avoir un drapeau à une fenêtre, c'est pas de l'extrême droite, c'est d'être fier d'appartenir à cette nation. Mais aujourd'hui, il y a un pan de cette société, il y a l'autre côté de la société qui est en train de essayer de faire le travail inverse. Les Français, vous êtes des colonialistes, vous avez été des esclavagistes, vous traitez mal les musulmans, etc., etc. Vous êtes des racistes, islamophobes. Donc vous voyez, il y a vraiment, aujourd'hui, pour reprendre un de vos titres qui est très intéressant, je le reprends souvent parce qu'il est très significatif, il est très représentatif de ce qui se passe aujourd'hui, il y a une terre et deux peuples. C'était notre magazine du mois de décembre, on avait fait un interview de vous dedans d'ailleurs. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est ce qui se passe et encore plus depuis le 7 octobre. La première des choses à faire, je pense que c'est uniquement le politique qui pourra régler cette affaire parce que sinon il va y avoir des heurts intercommunautaires. Je pense que plus on va perdre de temps et plus on risque d'avoir des affrontements intercommunautaires. Les gens me disent aujourd'hui, mais non, tu fabules, tu vois que le mauvais côté des choses. Je pense qu'il y a aujourd'hui une mise en place, tranquillement, des ingrédients
pour aller vers, je parle en Europe, hein, pas qu'en France, pour aller vers une libanisation de nos sociétés. J'ai moi-même vécu au Liban pendant la guerre et j'ai vu cette détestation qu'il y avait entre les chrétiens et les musulmans, mais c'était une haine viscérale. Et ça, on est en train petit à petit de le retrouver. Il y a les ingrédients qui se mettent en place. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir une guerre civile demain, je ne le pense pas, mais moi je me projette à 20, 30 ou 50 ans. Malheureusement, je ne serai plus là à 50 ans normalement, mais j'aimerais bien que certaines personnes, les jeunes prennent conscience qu'il ne faut pas aller jusque-là. Et pour ne pas aller jusque-là, il faut arrêter ce laxisme face à ce projet, face à ce rouleau compresseur qui avance sur nos sociétés. Alors il y a deux armes, évidemment. Il y a l'arme culturelle. Un feu Patrick Buisson d'ailleurs disait ça, que c'était la perte du christianisme qui amenait justement à l'arrivée de l'islamisme. De l'autre côté, est-ce que vraiment les démocraties actuelles permettent de lutter justement contre ce projet? Parce que en face, derrière, ce sont souvent des pouvoirs autoritaires. Derrière cet islamisme qui est porté. Et nous, on est là avec nos droits de l'homme, avec toutes ces valeurs. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Rigole, mais vos églises sont vides et nos mosquées sont pleines. Mais véridique, je l'ai, le message, donc je ne l'invente pas. Et où il m'a dit « Tu peux toujours pleurer, mais vos églises sont vides et nos mosquées sont pleines. » Et effectivement, nous sommes en train de perdre nos repères ancestraux, notre culture chrétienne. Et effectivement, ça serait un vrai retour en avant. Mais je ne suis pas certain que la jeunesse comprenne ça, une certaine jeunesse. Parce que ce matin, je discutais avec quelqu'un qui est dans un institut de sondage, et parmi un fort pourcentage d'une certaine jeunesse, ils considèrent que la laïcité, c'est une atteinte à leur religion. Et ça, c'est important d'avoir cette pédagogie au quotidien pour leur expliquer que non, là, c'est pas atteinte à leur religion, c'est pas s'attaquer à leur religion, c'est remettre le religieux dans la sphère du privé pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Et c'est pour ça que je pense que la France, on a cette chance-là, et il faut la saisir, il ne faut pas laisser passer cette chance-là, parce que dans 15, 20 ans, dans 30 ans, ça sera trop tard. Il faut impérativement, parce que dans mon idée générale, c'est remettre le religieux dans la sphère du privé. Et d'un autre côté, il faut redonner cette fierté d'être français avec toute notre histoire, bonne ou mauvaise. C'est pas à nous de la juger. On va pas passer tout notre temps à se repentir sur ce qu'on a fait ou à s'excuser sur ce qu'ont fait nos ancêtres. On est fiers d'être français avec tout ce que cela comporte, de zones d'ombre, de zones de lumière. Hein. La France en 1940, il y avait une grande partie de collaborateurs et une petite partie de résistants. Et au début, je me disais, mais face à ce danger islamiste, on devrait être unis. Et parfois, je me dis, mais en 1940, on n'était pas unis, en fait. Pourquoi on serait unis aujourd'hui? On n'a pas de projet à leur mettre en face, on vit dans le confort. Eux, ils n'ont qu'un but, imposer leur islam dans les sociétés européennes. Est-ce que vous avez suivi un peu l'évolution de Zineb El Razaoui, qui était effectivement une ancienne journaliste de Charlie Hebdo, qui a été montrée pendant des années en une du Point comme justement la fervente défenseuse de la laïcité à la française, et qui depuis le 7 octobre a clairement basculé. J'ai écouté un space récemment. Ouais, elle s'excuse, non? Oui, elle dit qu'elle a honte de ce qu'elle faisait avant. Elle demande pardon. J'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout. Eh bien, elle parle pas depuis la France, elle parle depuis un pays musulman, si je raconte pas de bêtises. Ah ouais. Les Émirats, je crois. Et qui elle est en fait? Celle d'aujourd'hui ou celle d'avant? C'est ça la question, c'est que quelle était sa part de sincérité à l'époque? J'ai vraiment du mal avec ce retournement de vision et de langage de sa part, parce que je la suivais beaucoup, j'ai lu ce qu'elle avait écrit, hein, elle avait tout ce qu'elle disait était juste. Son combat, je l'ai vu face à Tarek Obrour en lui disant « Vous étiez un frère musulman ». Et je suis sûr que vous l'êtes encore. Elle était très active pour lutter contre ce projet islamiste. Et aujourd'hui, elle a fait un virage à 180 degrés, mais radical. Et depuis le 7 octobre, je me dis que finalement, la haine du juif est plus fort que l'amour de la France.
et que l'amour de la laïcité et que l'amour de nos traditions. Donc je pense que ce qu'elle dit, je pense qu'elle est, malheureusement, je pense qu'elle est plus sincère aujourd'hui. Vous qui connaissez bien les théâtres de guerre aussi extérieurs, parce que vous étiez aussi effectivement militaire, agent au service action à la DGSE. On en parlait un petit peu tout à l'heure avant de commencer cet entretien sur le Hezbollah. Est-ce que vraiment on a entendu ces derniers mois des alertes qui disaient que le Hezbollah aussi était en capacité de faire des actions projetées de terrorisme en France et en Europe? Quelle est vraiment la réalité de cette situation? Pour commencer, récemment, ce matin, je crois, j'ai entendu le nouveau ministre des Affaires étrangères, je crois, réaffirmer qu'il y avait une différence entre la branche politique qui n'était pas terroriste et la branche armée qui était terroriste. Tu faisais la même chose avec le Hamas chez LFI. Donc je trouve ça d'une lâcheté à toute épreuve, d'une imbécilité, mais un degré zéro de la connaissance des groupes terroristes, c'est lamentable. C'est lamentable parce qu'ils essayent par tous les moyens de les dédouaner, de faire du en même temps. Non, un groupe terroriste, c'est dans son entièreté, c'est une partie dirigeante et une partie d'exécutants, une partie violente et une partie politique ou idéologique, appelez-la comme vous voulez. Mais il n'y a pas deux parties dans le Hezbollah ni dans le Hamas. C'est un groupe terroriste islamiste. Le Hezbollah, sa raison de vivre initiale, j'étais sur place quand le Hezbollah a commencé à 82, le Hezbollah, j'étais là-bas 83. Les attentats, le terrible attentat de Dakar, dont on parle souvent en ce moment, j'y étais aussi. La France a fait zéro représailles là-bas. En fait, 58 morts, c'est ça? 58 parachutistes tués que nous avons sortis un par un pendant une dizaine de jours. Je me rappelle comme si c'était hier. Vous étiez sur place? J'étais sur place. C'est comment, si vous nous racontez? À 7h du matin, j'étais sur place. L'attentat a eu lieu à 6h23. À 6h20, la première explosion, c'était le poste de commandement des Américains, qui a fait 241 morts et de nombreux blessés. La deuxième explosion, 3-4 minutes après, c'était notre poste Drakkar, qui était à quelques kilomètres du poste où j'étais. Donc nous avons sauté dans nos camions et nous sommes allés tout de suite porter assistance à ceux qui étaient, à ce qui restait, quoi. Moi, je faisais partie du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Nous étions les seules unités professionnelles sur place parce que ceux qui ont été tués, c'était des appelés, en fait. C'était des volontaires pour servir au Liban, pour apporter un semblant de paix au Liban. Ça s'appelait la force d'interposition, la force multinationale d'interposition à Beyrouth. Et c'était terrible parce que nous avons c'est là que les gens ne peuvent pas comprendre ce sentiment de vengeance qu'on peut avoir après. On avait envie de tuer tout ce qui bougeait après. D'ailleurs, dès qu'on nous accrochait, qu'on nous tirait dessus, on ripostait On ripostait. On ripostait violemment aussi, même s'il y avait des dommages collatéraux. C'est le principe d'une guerre, malheureusement, ce que les gens ont du mal à comprendre depuis le 7 octobre. Bref. Donc le Hezbollah a commis cet attentat, commandité par l'Iran. C'est pour ça qu'on a essayé de faire sauter l'ambassade d'Iran. Après, ça n'a pas fonctionné. C'est mon ancien service, d'ailleurs. Et ensuite, on a fait des représailles dans la plaine de la Beka, avec des super étendards. Et je crois que nous avons tué une chèvre et un berger, parce que les bâtiments qui abritaient les forces du Hezbollah pour s'entraîner avaient été évacués parce qu'ils avaient été prévenus. Et le fait qu'Israël coupe la tête une grande partie de la tête du Hezbollah, je peux vous dire que ça m'a fait plaisir, moi. J'étais bien heureux. Surtout celui qui a préparé et commandité l'attentat du Drakkar a été également tué. Eh bien, je peux vous dire que tous ceux qui étaient à Drakkar avec moi, de ma section, avec qui nous communiquons pratiquement tous les jours, on a sabré le champagne. On était très contents parce qu'enfin, il y a une nation qui fait ce qu'on aurait dû faire. Le Hezbollah a vu le jour... Justement là-dessus, si je peux me permettre, est-ce que vous pensez que la France devrait, comme une démocratie, mais comme la démocratie israélienne, pratiquer beaucoup plus les assassinats ciblés comme ça? On le fait, hein. Mais de façon plus légère. On le fait, oui, parce qu'on n'est pas en guerre. On le fait parce que moi, j'appartenais à un service, justement, qui le faisait. Et mes missions... vous me parliez de filateur tout à l'heure, ma mission principale, c'était de monter des dossiers actions sur des dirigeants
sur des responsables des GIA à l'époque, groupe islamiste armé de l'époque. Donc on le fait, mais de façon plus légère, parce que la grande différence, c'est que nous sommes en paix, en fait. Et Israël n'a jamais été en paix. Donc, ce qui m'amène à dire, c'est que nous avons eu 48 Français tués par le Hamas en Israël. À quel moment la France a décidé de pratiquer des représailles sur ceux qui ont commis ces attentats? Zéro. On n'a rien fait. On n'a rien fait parce qu'on est encore le cul entre deux chaises, entre le Qatar et la rue française. Le président français a été particulièrement lamentable depuis le 7 octobre parce qu'il a juste peur des répercussions dans les rues françaises. Parce que ça aussi, ça fait partie du projet. Générer des heurts intercommunautaires dans les rues françaises pour déstabiliser certains quartiers, certaines régions, et pourquoi pas un pays entier. Donc le Hezbollah, pour revenir à la question initiale, le Hezbollah a vu le jour en 82 pour faire partir pour lutter contre les forces israéliennes qui occupaient le Liban à l'époque, le Liban Sud. Mais une fois que les Israéliens se sont retirés du Liban, en théorie, le Hezbollah n'avait plus de raison d'être. Mais le Hezbollah s'est reconverti entre guillemets en parti politique et aussi en narcotrafiquant. Et c'est un premier narcotrafiquant de la planète, le Hezbollah. Et ensuite, c'est devenu le bras armé de l'Iran, parce que l'Iran avait besoin d'un proxy pour pouvoir taper Israël de façon quotidienne et très facilement. Est-ce que vous pourriez justement détailler un petit peu comment ça fonctionne, le Hezbollah, et ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs aussi se disent « Ah bon, c'est un des premiers narcotrafiquants », c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément chez les spécialistes. Si, c'est un narcotrafiquant parce que tous les groupes terroristes, je vais faire un petit retour en arrière, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le AQMI était aussi, vous savez, à l'époque des enlèvements, il y a eu beaucoup de Français, beaucoup d'Occidentaux qui étaient enlevés dans la partie africaine au Sahel pour l'argent. Donc il faut payer le djihad coûte cher. Il faisait beaucoup de trafic de cigarettes à l'époque aussi, et ils ont commencé aussi avec le trafic de drogue. Le Hezbollah a des réseaux en Amérique centrale, et c'est devenu un véritable narcotrafiquant, et ça lui permet de réunir des fonds pour s'armer, parce que l'armement ça coûte cher. Le Hezbollah, c'est une armée. Le Hezbollah, c'est deux parties. Une partie politique, effectivement, qui est bien implantée à Beyrouth, qui a lobotomisé les esprits libanais, parce que les Libanais, aujourd'hui, beaucoup de Libanais, je discutais récemment ce week-end avec un franco-libanais, il me disait, en off, évidemment, parce qu'ils ont peur là-bas, on est content qu'Israël tape sur le Hezbollah, on aimerait bien que le Hezbollah disparaisse. On aimerait bien que le Liban retrouve sa liberté, parce que le Liban, ils ont pas besoin du Hezbollah, en fait. Et donc, cette partie politique est très importante et très influente au Liban. Narcotrafic qui amène de l'argent, et une grosse partie militaire avec énormément de moyens. Énormément de moyens en hommes, en matériel et en armement plus sophistiqués que le Hamas. C'est pas des missiles de contrebande qu'ils envoient. Donc ils ont aussi la manne financière de l'Iran qui leur permet d'acheter du matériel dernière génération pour taper sur Israël. Au début de la création du Hezbollah, beaucoup de cadres sont partis s'entraîner avec les gardiens de la Révolution pour apporter après la substance militaire et stratégique et technique à leurs troupes. Et tout ça s'est fait avec l'approbation des sociétés occidentales. On a mis sur la liste des groupes terroristes la partie militaire, mais pas la partie politique. Donc ça continue à se développer. Pourquoi le président de la République ne prononce jamais le mot Hezbollah ou ne dit jamais que le Hezbollah est un groupe terroriste islamiste? Parce qu'il a des relations très ambiguës avec l'Iran également. On le voit bras dessus avec le président iranien à l'ONU. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être comment dire, cohérent. Les relations de la France, elles sont avec le Qatar, c'est pareil, c'est tellement ambigu. Avec le PSG, Nicolas Sarkozy, Exactement. La droite républicaine. C'est tellement ambigu. Quand le président de la République
dit oui, mais l'Israël a le droit de se défendre, mais il faut stopper la livraison d'armes. Ça vous a choqué, ça? Ça? Mais c'est une trahison, en fait. Ça. C'est une trahison, pour moi. Comment voulez-vous? Israël, aujourd'hui, je détermine ce pays comme une oasis démocratique dans ce magma islamiste. Donc, bien sûr qu'il faut les aider. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force de bombarder la bande de Gaza, on ne crée pas, au-delà de la question de prenons de cas, il y a la question de la défense d'Israël, très bien. Et ensuite, il y a la question de la défense des intérêts vitaux de la France. Est-ce qu'en n'attaquant pas trop la bande de Gaza, on ne se retrouve pas avec deux risques? Un jour une crise migratoire, parce que les 2 millions de Palestiniens, on risque de devoir les accueillir un jour. Et deux, de radicaliser des gens qui vont justement devenir des islamistes, des terroristes en puissance chez nous. C'est déjà le cas. Pour vous, c'est 2 millions déjà d'islamistes dans la bande de Gaza? Oui. J'ai choqué quelqu'un sur un plateau de télévision en disant que faut arrêter de se mentir, il n'y aura jamais 2 États côte à côte. Il n'y aura jamais de Palestine, un vrai État de Palestiniens à côté de l'État israélien. Pourquoi? Comment voulez-vous traiter avec quelqu'un qui veut uniquement vous détruire? Si vous lisez le texte fondateur du Hamas, il n'y a qu'Israël dedans. Il n'y a pas la terre des Palestiniens, il n'y a pas la Palestine. Le Hezbollah, c'est pareil. Ils se moquent éperdument des Palestiniens et de la terre de Palestine. Ils veulent qu'une chose, détruire Israël. Un des responsables du Hezbollah qui a dû être exécuté, qui a dû être éliminé depuis le temps, lors d'une interview, il y a une dizaine d'années, j'ai entendu ça, il disait « ça mettra 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, mais l'État d'Israël n'existera plus. On ne tuera pas tous les Juifs, mais l'État d'Israël n'existera plus. » Cette interview, on peut la retrouver et l'écouter. Donc ça détermine leur projet, ça détermine leur volonté. Après, effectivement, la seule possibilité, c'est que tout le monde vive en paix dans cette région. Mais ils ont une haine viscérale du juif, et je ne sais pas dans combien de générations et générations pour l'estomper. Alors, sans rentrer dans des considérations politiques là-bas, les gens disent que c'est Netanyahou l'obstacle à la paix. Mais avant Netanyahou, il n'y avait pas la paix, et je pense qu'après Netanyahou, il n'y aura pas la paix. Donc effectivement, il y a eu peut-être une accélération, il y a eu ce 7 octobre, après il y a tous les complotistes qui disent, chaque fois les complotistes qui viennent nous expliquer que tout ça a été prévu, blablabla. La situation, elle est indémerdable. Justement, je voulais parler de Netanyahou. Alors avant, je fais une petite phase de promo, je remercie ceux qui nous regardent en ce moment en direct sur l'appli mobile. Ceux qui nous écoutent sur YouTube doivent savoir que lorsqu'ils téléchargent notre application mobile sur iOS et Android, ils ont cette exclusivité de pouvoir regarder gratuitement aussi ces entretiens en direct. Donc c'est ce qu'on est en train de faire justement en ce moment. Alors pour parler de Benjamin Netanyahou, justement, j'en parlais avec André Berkoff, c'était hier, où souvent le discours un peu classique qu'on a, qui est entre guillemets mainstream, c'est de dire on défend Israël mais pas Netanyahou. Oui. Il y a des mecs d'extrême droite qui sont derrière lui, nous on n'est pas d'extrême droite. Sauf qu'il s'avère que Netanyahou, depuis le début, il atteint ses objectifs. Là, je pense que tout le monde était surpris de la surpuissance israélienne, de la faiblesse de l'Iran, de la capacité à éliminer des personnes, alors qu'effectivement on était plutôt choqués de l'échec militaire du 7 octobre et de l'échec de renseignement. Bien sûr. Ça m'amène à un élément, jusqu'où, selon vous, les Israéliens doivent aller dans la mesure où vous partez du principe que la solution à 2 États est impossible et que ces 2 millions de personnes dans la bande de Gaza sont des islamistes? Alors, les 2 millions de la bande de Gaza, je reviens sur ce que je dis, ne sont pas forcément islamistes. Alors ça dépend ce que veut dire islamiste. Quelle est la définition Pour moi, un islamiste, c'est celui qui revendique en permanence sa religion et qui veut l'imposer à l'autre. Cette frontière entre l'islam religieux et l'islam politique. Maintenant, effectivement, les générations après le 7 octobre, déjà la question qu'on doit se poser, c'est comment, après le 7 octobre et les représailles qui ont lieu après le 7 octobre, 2 peuples peuvent se réconcilier. Si on fait un parallèle avec l'Allemagne et la France, c'est différent. Les Allemands ne voulaient pas détruire la France, ils voulaient juste l'envahir. Donc il y a vraiment une différence culturelle aussi, une différence culturelle, parce que d'un côté il y a les musulmans et de l'autre côté il y a les juifs.
les Juifs sont l'ennemi juré des musulmans dans cette région. Alors, l'ennemi juré. Le grand mufti de Jérusalem a serré la main d'Hitler. Il y avait 2 divisions SS musulmanes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, on a tendance à l'oublier. On a retrouvé beaucoup de Mein Kampf chez les gens du Hamas et chez certaines personnes de la mouvance pro-palestinienne en France, notamment lors de perquisitions de ce fameux Elias qui va être jugé bientôt. Donc, pour répondre à votre question initiale, c'est que jusqu'où il doit aller ? Alors, je pense qu'il doit aller jusqu'au bout dans la destruction de l'appareil militaire et politique du Hamas. Je pense qu'il doit aller jusqu'au bout dans la destruction de l'appareil militaire, militaire et politique du Hezbollah. Dans le Hezbollah, il a commencé par la tête pensante, parce que la partie militaire du Hezbollah est énorme. Donc eux, ils ont choisi cette fois-ci de ne pas faire la même erreur qu'en 2006, où ils se sont confrontés au Hezbollah, et ça a été très très dur. Hein. Ça a été très très dur. Et là, ils ont commencé par la partie dirigeante du Hezbollah, par des frappes ciblées, avec des dommages collatéraux, mais ça c'est difficile à faire comprendre au commun des mortels que les frappes ciblées ne touchent pas uniquement la personne. À moins de lui mettre une balle dans la tête à bout portant, quand on envoie un missile sur un immeuble dans lequel se cachent des terroristes, forcément il y a des dommages collatéraux. Donc c'est le risque. Donc je pense qu'ils doivent aller jusqu'au bout de cette démarche sur le plan militaire. Et d'ailleurs, paradoxalement, le meilleur moyen en général d'être le plus précis possible, c'est d'être soutenu par les grandes puissances. Oui. On l'a vu justement avec les Américains qui, en aidant les Ukrainiens, savent faire des tirs extrêmement ciblés aux satellites. Oui. Forcément, quand il y a des puissances aussi qui sont... il y a beaucoup plus de dommages collatéraux. Bien sûr. Et depuis le 7 octobre, je répète, mais une guerre propre n'existe pas. Ça n'existe pas, la guerre propre. Il n'y a pas de guerre propre. La guerre est sale, les femmes meurent, les enfants meurent. J'ai vu une gosse à côté de moi avec le ventre ouvert et toutes ses tripes à l'extérieur. Enfin, il n'y a pas de guerre propre. En fait, les gens appellent à un cessez-le-feu aujourd'hui. Enfin, les gens. Une certaine gauche française appelle à un cessez-le-feu. Même le président appelle à un cessez-le-feu. Mais à quel moment il y a quelqu'un qui va dire mais libérez les otages et ça va s'arrêter. Il y a encore une centaine d'otages aux mains du Hamas, je ne sais pas dans quel état, dont 2 Français. C'est très compliqué de pouvoir commenter ce qui se passe au Liban depuis nos bureaux et nos plateaux de télévision, parce qu'il y a un paramètre que les gens ont du mal à comprendre en France, en Europe et en Occident, c'est que si Israël cesse sa course à la technologie, à l'armement, et à toujours essayer d'anticiper sur ses ennemis de toujours, ils vont disparaître. Donc ils peuvent pas faire autrement que de se défendre, et de se défendre fermement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer qu'un 7 octobre se reproduise. Parce qu'effectivement, il y a eu un échec des services de renseignement, ça a été un choc pour toute la population israélienne, même pour beaucoup d'autres. C'est le même échec que le 11 septembre, hein. C'est le même échec que le 11 mars 2005, avec les attentats, pas 2005, un peu plus tôt, si je ne veux pas dire de bêtises, à Madrid, en juillet 2005 à Londres, chez nous le 13 novembre, etc., etc. Tous les services de renseignement ont des failles. Le risque zéro en matière de renseignement et de protection contre les risques terroristes, le risque zéro n'existe pas. Toujours le moment où on pense que tout va bien et on baisse la garde. À mon avis, ça c'est un avis personnel, je pense que les Israéliens avaient commencé à baisser un peu la garde. J'en veux pour preuve, il y avait des pelotons de protection dans des chars à la frontière, qui n'étaient pas en position de combat. Ils avaient le truc sur le cache sur le canon. Ils n'étaient pas au complet dans les chars. Ils étaient relâchés. J'en veux aussi pour preuve ce fameux festival de musique à 3 km d'une des frontières les plus dangereuses du monde, sans protection. Ça, c'est vraiment
un relâchement sécuritaire terrible, quoi. Et ils l'ont payé de leur vie. Hein. Donc oui, je pense que Israël commençait à se relâcher sur le plan sécuritaire, je parle. Et le 7 octobre a été une déflagration psychologique pour eux, c'est évident. Vous connaissez bien la Grande-Bretagne, vous y avez vécu pendant plusieurs années. Vous dites souvent que c'est un pays un peu perdu, où c'est foutu, que c'est l'avenir de la France. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que les Britanniques aujourd'hui peuvent voir, ce qui parfois les révolte aussi, hein, on a pu le voir cet été? Oui, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant parce que, évidemment, comme toujours, on a mis ça sur le dos de l'extrême droite. Comme d'habitude. Comme d'habitude, mais c'est faux. Moi qui habitais là-bas, les Anglais ont du mal à... Paradoxalement, ce peuple qui a fait face à l'invasion allemande, la bataille de l'Angleterre, qui a été une bataille terrible, et ils ont repoussé l'invasion des Allemands. Quand je vois l'état idéologique de Londres et de certaines villes en Manchester, Birmingham, etc., je suis tellement désolé. Je me souviens, une fois, je me suis arrêté, je fais du triathlon, donc du vélo. Il y a dans le Kent, dans le sud de Londres, une belle statue de Churchill. Et je lui dis, mais tu dois trop tourner dans ta tombe. Parce que l'imprégnation idéologique islamique à Londres, elle est au quotidien. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant comme le voile islamique a pris le pas sur tout le reste. A pris le pas sur le haut de forme. C'est impressionnant comme dans les sociétés, dans les entreprises anglaises, l'islam est devenu prioritaire. Dans les piscines municipales, là où je m'entraînais, c'était niqab, hein, pas burkini, niqab, donc avec le truc qui flottait comme ça, niqab, les petites filles en burkini, les petites filles, les scolaires qui venaient se baigner, il y avait la distinction entre les femmes, les petites filles en burkini ou en niqab et les autres. C'est impressionnant. Et c'est autorisé partout? C'est pas autorisé. Ils le font? Ils le font. Une fois, j'ai demandé à... j'ai plein d'exemples concrets. Une fois, j'ai demandé à essayer une combinaison néoprène, neuve, hein, parce que comme dans le triathlon, on a des combinaisons néoprène. J'ai demandé à pouvoir me baigner avec, comme ça se passe ça se passe en France. Il m'a dit non, on ne peut pas se baigner en ayant le corps au couvert. Mais je dis, et les femmes en niqab, hein, en niqab dans l'eau. Il me dit, mais oui, mais c'est l'islam, on ne peut rien dire. Dans une entreprise, c'est du vécu tout ça, dans une entreprise, lors d'un entretien d'embauche, un musulman qui demande à la recruteuse, demande s'il y a des salles de prière. Elle dit non, il n'y a pas de salle de prière, ici il n'y a pas de religion. Il lui a dit, vous avez tort, en Angleterre, l'islam est prioritaire, vous devez nous laisser prier dans l'entreprise. Et c'est comme ça, un peu, lors de la célébration de la Coupe d'Angleterre, je crois, de football, il n'y a plus d'alcool pour pas choquer les musulmans. Petit à petit, tous ces petits renoncements feront qu'un jour, l'Angleterre, c'est ce que je leur disais, hein, sur le ton de la plaisanterie, mais pas tant que ça, l'Angleterre sera la première république islamique en Europe. Vous êtes également dans le sud-est. Comment on en est sur cette partie de la France? Alors, effectivement, je suis du sud-est. Maintenant, je suis un peu plus sud-centre, hein, Avignon, par là. C'est une région compliquée, Avignon. Nous, on a fait une enquête sur Raphaël Arnaud dans notre magazine. C'est une région très compliquée. À quel point c'est des élus blancs élus par des quartiers islamisés. Très islamisés. Il y a une dizaine d'années, je crois que le Paris Match avait fait un très beau reportage sur un quartier sud d'Avignon qui disait que le quartier sud d'Avignon était un des quartiers les plus islamisés de France. Mais moi, quand j'étais au service, ça remonte à maintenant 25 ans, on nous disait pourquoi on va traquer les islamistes en Belgique alors qu'à Roubaix, il y en a encore plus. C'est marrant, non? Et donc oui, le Sud aujourd'hui est imprégné par cette idéologie, mais c'est impressionnant de voir le nombre de femmes voilées intégrales. Le voile intégral est interdit. Hein. Ça marche. C'est pour ça qu'en France, on fait beaucoup de lois, mais peu d'applications. Ça m'est arrivé. Xavier Hofer en parle beaucoup, etc., sur le fait que déjà, si on appliquait le code pénal, ce serait pas mal. Mais pourquoi on ne le fait pas? Est-ce que aujourd'hui,
il y a des policiers qui vont aller verbaliser ou demander à une femme d'enlever son voile intégral. Ce serait l'émeute. Ils ont peur des répercussions. Alors les policiers, moi je leur jette pas la pierre, hein, ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils ont suffisamment de difficultés à faire leur métier et ils ont envie de leur faire leur métier. Encore une fois, c'est une volonté politique de faire des lois et de ne pas les appliquer. Comme ça, pas d'embrouille, pas d'esclandre. On fait à la fois des lois, mais à la fois on ne les applique pas. Quand il y a eu le Covid, je fais beaucoup de parallèles avec ça. Le Covid, c'était très intéressant de voir à quel point les restrictions étaient peu appliquées en Seine-Saint-Denis. C'est étonnant, ça aussi. Oui. Par peur, voilà. Donc le Sud, aujourd'hui, est vraiment imprégné par cette idéologie. Je passe souvent devant... Il y avait des consignes qui étaient données également pour dire, lorsqu'ils vont aller à la mosquée, etc., Exactement. Ils vont aller faire leurs courses, vous les laissez tranquilles. Exactement. On en est toujours on est toujours à la même réflexion, au même constat, c'est que 2 poids 2 mesures, par peur. Et c'est ça la soumission, en fait. Petit à petit, on se soustrait, on se retire, et c'est eux qui prennent la place, parce que la nature ayant horreur du vide, on n'a pas de projet, on n'a pas de volonté, et c'est eux qui prennent la place. C'est pour ça que je suis très très pessimiste. Je pense que dans 50 ans, la France sera majoritairement islamique, l'Europe sera majoritairement islamique, et parce qu'on a peur de prendre des bonnes décisions. Donc pour en revenir mais quand vous parlez du Sud, mais quelle région de France n'est pas imprégnée par cette idéologie? Le Nord, les reportages sur Roubaix. D'ailleurs, on a quelqu'un de notre entourage qui a été menacé là-bas à Roubaix. Amin El-Bailly, oui. Donc voilà, donc on a bien la preuve que c'est pas du racisme. Puisqu'il est algérien. Voilà, donc on a bien la preuve, ceux qui veulent pas. Il y a beaucoup d'Algériens qui veulent pas avoir la même chose qu'en Algérie. Même ceux qui n'ont pas habité là-bas. Et ceux qui ont quitté l'Algérie pour venir vivre ici, ils n'ont pas envie de retrouver ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc il est temps de prendre des bonnes décisions. Mais il en va de notre survie. Donc qui est capable de faire ça? On n'a aucune volonté politique de vouloir stopper ça. Qu'est-ce que vous disent les politiques, les militaires ou les anciens collègues que vous aviez avant de la situation? Est-ce que vous vous sentez un peu seul? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont... C'est marrant parce que depuis quelques années, un peu moins quand j'étais en Angleterre, mais après 2015, j'étais assez médiatisé, je venais donner mon avis, mon expertise sur ce que je voyais. Et maintenant que les réseaux sociaux sont bien développés, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas tellement, je peux vous dire que tous ceux de mon environnement, tous ceux de mon ancienne vie, ils sont tous d'accord et ils sont tous du même avis. Quand je suis sur les plateaux, je reçois plein de choses, plein de messages. Oui, tu as raison. Les gens veulent que ça cesse. Les gens ne veulent pas perdre ce que nous avons, ce qui nous reste de notre culture française. Des gens qui étaient peut-être plus modérés à l'époque, j'imagine. Donc vous dites qu'ils sont un peu basculés. Oui, mais eux, ils continuent. Enfin, c'est pas qu'ils sont modérés ou plus radicalisés, c'est qu'ils se sentent démunis. Et dès qu'ils ont quelqu'un qui pourrait être leur porte-parole, ils en profitent. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça que le Rassemblement national a une telle aura et a une telle fulgurance dans les élections? Parce que ils portent quand même si... alors, je mets un bémol, je ne sais pas s'ils seraient capables de stopper le projet islamiste et ils seraient capables d'assumer des heurts intercommunautaires qui pourraient déboucher sur des guerres civiles, je ne sais pas. Mais au moins, ils essayent de porter un projet, ils essayent de porter un contre-projet aussi. Et ce contre-projet-là, je reviens toujours à ma ligne conductrice, c'est que ce contre-projet ne doit pas venir que du peuple. S'il vient du peuple, il va se transformer en guerre civile. C'est pour ça que les politiques ont la responsabilité de ne pas laisser glisser nos sociétés vers des heurts intercommunautaires. C'est à eux de prendre les bonnes décisions. Je leur en veux de laisser faire depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que ça avance, ça fait 40 ans qu'ils regardent ailleurs, et ça fait 40 ans qu'on est dans le déni et dans l'immobilisme. C'est pathétique, c'est lamentable. Parfois, je me dis, je vais arrêter de parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est sans fin, on n'y arrivera jamais en fait.
Il y a un député, en tout cas du Rassemblement national, qu'on connaît bien, Julien Audoul, Très bien. qui a demandé la dissolution de l'association Urgence Palestine. On avait mené une enquête sur le sujet il y a 6 mois. On a encore interrogé ce matin Bruno Retailleau à ce sujet. Vous-même, vous avez échangé, discuté avec son leader Elias Dimsalen. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce personnage et qu'est-ce que vous tirez de l'échange que vous aviez eu avec cet homme qui a été très médiatisé ces dernières semaines parce qu'il appelait justement à l'intifada dans les rues de Paris. Ça nous avait d'ailleurs surpris de se dire tiens, 6 mois après, les gens se réveillent, c'est tous les samedis qu'il fait ça, mais bon, tant mieux. Ça m'a étonné, moi, qu'il fasse ça, qu'il se mette comme ça en avant et qu'il prenne le risque de se retrouver enfermé, condamné, après de tels propos. Parce qu'il était beaucoup plus subtil que ça dans ses agissements. Je le comparais un petit peu à Tariq Ramadan. Parce que Tariq Ramadan, il n'a jamais appelé à l'intifada. Il était toujours comme ça, mais il avait deux visages. Il avait le visage des mosquées et le visage médiatique. C'était deux personnes différentes. D'ailleurs, pour revenir à Zineb, elle a combattu largement Tariq Ramadan. Et ce personnage est très intelligent. Donc pour revenir à Elias, c'est très intelligent, avec des idées bien claires, avec un but bien précis. Et j'ai échangé avec lui, c'était très intéressant parce qu'il n'osait pas trop se dévoiler. Sur Instagram. Sur Instagram, c'était marrant. Et je lui disais, mais... En gros, il me disait que nos sociétés étaient perdues. En gros, il me disait que nos enfants ne pensaient pas comme nous. En gros, il me disait qu'à terme, le projet aboutira. Et quand je lui demande, mais en fait, vous voulez l'affrontement? Il m'a dit, c'est pas un ancien militaire ou un militaire que je vais apprendre que nous sommes encore minoritaires. Et on ne peut pas aller à l'affrontement si on est minoritaire. Donc vous voyez, ils ont vraiment un projet. Et ces gens, ces associations, toutes ces associations à but humanitaire, mais qui sont en réalité comment dirais-je, je cherche le terme, des antennes idéologiques des frères musulmans, par ricochet du Qatar. Alors l'Arabie Saoudite, les gens disent que ça s'est un peu estompé, mais moi je le crois pas tellement. Il y a un vrai projet derrière, et c'est une vraie pieuvre. La pieuvre islamique, elle se répand dans toutes les strates de la société française, et il faut vraiment prendre conscience que depuis le 7 octobre, on a la réelle situation, la réelle situation du niveau d'islamisation de nos sociétés. Là maintenant, c'est vital, quoi. Il faut faire quelque chose. Donc le gouvernement, là, si Retailleau, j'espère qu'il ne va pas se démonter, j'espère qu'il ne va pas perdre, qu'il ne va pas rentrer dans le rang, parce que s'il est tout seul, il ne se passera rien. Parce que la loi sur le séparatisme, elle sert à rien. Il faut une vraie loi pour lutter contre le projet islamiste. Il faut une vraie loi pour stopper le projet des frères musulmans. Et il faut bien distinguer le religieux du politique. Il faut remettre le religieux dans la sphère du privé. Si on ne fait pas ça, si on ne commence pas maintenant, demain il sera trop tard. Surtout qu'ils se mettent au travail, parce que moi, ce qui me surprend toujours, c'est quand, vous savez, tous les 3 mois, on trouve un imam radicalisé qui tient une prêche. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire du travail de terrain, parce qu'avant, c'était l'islam des caves. Cette fois-ci, c'est sur YouTube. Ça fait bien longtemps. Et donc, on se retrouve avec des super enquêteurs français qui, en fait, lorsqu'on va mettre les projecteurs sur ces imams, que le ministre de l'Intérieur va dire « Ah tiens, on n'a qu'à l'expulser, le renvoyer dans son pays », c'était Majoubi, par exemple, qu'on avait renvoyé au Maroc, on réalise qu'en fait, ça fait depuis 5 ans qu'il tient ses propos. Et à chaque fois, je me dis, mais quand ils disent qu'on va lutter contre le radicalisme, pourquoi tout simplement, ils ne prennent pas les mosquées, un point c'est tout, ils regardent, en plus tout est open source, et c'est dehors, c'est comme s'ils attendaient justement que les médias en parlent ou qu'un politique en parle pour faire le travail, c'est un peu fou. Premièrement, parce qu'ils sont toujours dans la réaction et pas dans l'anticipation. Deuxièmement, dès qu'ils sont dans la réaction, ils s'attaquent uniquement aux conséquences et pas à la cause. On en revient toujours à la même chose. Le voile est la conséquence de quoi? Les prêches dans les mosquées sont les conséquences de quoi? Les revendications religieuses du quotidien sont les conséquences de quoi? Sont les conséquences du projet des frères musulmans. Il faut s'attaquer aux causes et arrêter de s'attaquer aux conséquences. Quand on ferme une mosquée parce qu'il y a des prêches salafistes,
quand on dit que cette mosquée salafiste est dangereuse pour la sécurité et qu'on la ferme que 6 mois, qu'est-ce qui est dangereux, la mosquée ou l'idéologie qui est propagée dans cette mosquée? C'est le salafisme qui est dangereux. C'est les frères musulmans qui sont dangereux. Les frères musulmans, ils sont plus politiques. Ils sont plus dans les strates de la société, des médecins, des avocats. Récemment, il y a une enquête qui est sortie où il y avait vraiment tout un réseau d'avocats islamisés qui adhéraient aux thèses des frères musulmans. Tout à fait. Jules Laurent, notre rédacteur en chef, a enquêté sur certains. Récemment, quand l'ancien gouvernement était en place, à la fin, Darmanin a redemandé un rapport sur les frères musulmans. Mais moi, j'ai un rapport qui date de 2018 sur l'imprégnation de cette idéologie dans les sphères de la société française, sportive, éducative, etc., etc. Donc tous les 5 ans, ils vont demander un rapport. Et les mecs se réveillent, en fait. Mais non, mais tous les 5 ans, ils vont demander un rapport. Donc il arrive un moment où les constats sont faits. Tous les constats sont faits. Donc une fois que les constats sont faits, il y a des préconisations. C'est comme dans une société, quand on fait des audits, on fait un constat, et après on apporte des préconisations. Si vous ne voulez pas les appliquer, vous allez mourir. Eh bien c'est ce qui se passe en France. Les constats sont faits, les préconisations, il n'y en a pas tellement, et ensuite on se laisse mourir. Donc maintenant, moi je veux bien... Mais ça va, les bouquins sur les constats, les rapports sur les constats, tout ça c'est bon, on a tous les éléments. Le salafisme est dangereux, les frères musulmans sont dangereux, le projet islamiste a le même objectif que le projet des nazis, pas les mêmes moyens. Il y en a un qui voulait aller vite et que dans la violence. Le projet islamiste des frères musulmans ne s'inscrit pas dans la violence, même s'il y a quelques actes violents, mais il s'inscrit sur plusieurs siècles, et uniquement par la lobotomisation des esprits, par l'imprégnation idéologique des sociétés, et sur un travail aussi administratif dans toutes les strates des sociétés. Donc maintenant on le sait tout ça. Donc est-ce qu'on a la volonté politique de le changer? Est-ce qu'il va y avoir un président un jour qui va dire « Maintenant, les musulmans, on n'a rien contre vous, on veut s'attaquer à l'islam politique, l'islam peut vivre en France en arrêtant de revendiquer comme vous le faites », et tout ira bien. En fait, il faut imposer à l'islam la même chose qu'on a imposé à la religion juive et à la religion chrétienne. Après, c'est pas la même religion. C'est pas la même religion. Pourquoi? C'est pas la même religion. Pourquoi? Ce qu'il me disait en Libye, c'est que dans l'islam, on ne reconnaît pas la loi de l'homme. On ne reconnaît que la loi du livre. Et je leur disais, mais on n'y arrivera jamais, ça. C'est pas possible en France. Ils me disaient, vous nous aidez, ça c'est les gens du CNT qui me disaient ça, vous nous aidez en Libye, c'est bien, mais vous traitez absolument très mal, vous traitez très mal les musulmans en France. Parce que justement, ils ne reconnaissent pas la loi de l'homme. Et là, c'est là qu'on arrive pas à une impasse, mais à un vrai problème. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre souci, c'est que, je me rappelle, c'était notre première conversation quand on s'était rencontrés sur un plateau de CNews, sur le fait que finalement aujourd'hui les gens voient le danger de l'islamisme uniquement par le biais terroriste, alors qu'on a vu malgré tout une évolution justement du salafisme depuis 2017-2018, avec un certain nombre d'imams, je pense à l'imam de Brest qui cumule 2 millions d'abonnés sur YouTube, qui se sont rasés la barbe, qui ont l'air plus présentables, qui savent justement ce qu'il ne faut pas dire, et donc qui vont être en dehors des radars, qui vont jouer sur la ligne jaune de la laïcité, et qui vont justement rentrer dans la ligne des frères musulmans qui va dire qu'en fait, les attentats terroristes n'est pas une bonne chose. Et de facto, ça a l'air de ne pas poser problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, premièrement, les frères musulmans pensent que l'action violente est contre-productive à leur projet. Donc effectivement, les gens aujourd'hui font un amalgame avec plusieurs choses. L'islamisme, le terrorisme, ils amalgament tout le monde. Un terroriste est forcément un islamiste. L'islamiste est un musulman. Quand les gens continuent à dire c'est pas l'islam, blablabla, enfin ça aussi il faut arrêter, je pense qu'il faut stopper ça. Hein. Je me souviens la première fois que j'ai entendu ça, c'était en 2012 avec Mohamed Merah. Il ne faut pas faire d'amalgame et il ne faut pas stigmatiser les musulmans. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit et on n'a rien fait. Donc il faut prendre... La deuxième erreur, il y a une autre erreur que nous commettons, c'est de prendre le problème uniquement franco-français. Il faut travailler à l'échelle mondiale, parce que c'est un projet mondial, c'est un projet mondial.
Il y a à peu près 2 milliards de musulmans sur la planète. Parmi ces 2 milliards, combien de pourcentage avons-nous de fondamentalistes religieux? C'est-à-dire des gens qui mettent la charia avant tout. Et parmi ces fondamentalistes religieux, quel est le pourcentage de ceux qui veulent, eux, imposer leur vision de l'islam uniquement par la violence? Ça serait un vrai travail à faire. Parce que on n'en sait rien, en fait, combien de personnes est capable de tuer au nom de cette religion. On n'en sait rien combien de fondamentalistes religieux existent sur la planète. Ça serait un vrai travail à faire. Et moi, j'aimerais bien qu'on le mène déjà à l'échelle européenne. On ne sait pas combien à peu près de musulmans, 50, 60 millions, je ne sais pas. Donc ça serait vraiment intéressant. Et il y a un autre paramètre qu'il faut ajouter, c'est le flux continu de cette immigration à majorité arabo-musulmane. On a eu l'occasion de la vérifier en Mauritanie. Également, vous l'avez vérifié à Lampedusa. Ce ne sont pas des Suédois qui arrivent, ce ne sont pas des chrétiens qui arrivent, ce sont des musulmans. Donc forcément, on ne va pas leur demander de... Pour eux, ils viennent vivre leur islam comme ils le vivaient chez eux. Ils ne veulent pas s'adapter à notre... Alors, quand je généralise pas, évidemment. Mais on refuse, on est toujours dans ce déni, on refuse de voir la réalité. Mais combien d'années nous avons mis déjà à admettre qu'il y avait de l'islamisme? Vous vous souvenez, pendant les attentats, c'était... Je n'ai pas entendu une seule fois Bernard Cazeneuve dire le mot islamiste. Pas une seule fois. Le seul du gouvernement qui a prononcé ce mot, c'était Manuel Valls. Il a parlé de fascisme islamiste. C'était le seul. Les gens ne voulaient jamais parler de ça. Ils ont trop peur pour des logiques électorales également. Ils ont trop peur. Donc honnêtement, j'essaie de trouver un peu d'optimiste dans mon pessimiste ambiant sur ce sujet, mais j'ai du mal en fait. J'ai du mal parce que l'être humain est faible et lâche. Et nos politiques ont deux discours. Quand ils sont dans l'opposition et quand ils sont aux affaires. Quand vous étiez au service action de la DGSE, vous faisiez justement des filatures. C'est intéressant de parler justement aux personnes qui étaient dans le faire et dans l'action sur ces sujets très concrets. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça se passait, où ça se passait, comment vous ressentiez les choses? Parce que c'est éclairant, parce qu'à un moment, lorsqu'on propose des idées, derrière il y a des gens justement, comme vous l'avez été, qui se retrouvent sur le terrain à les appliquer avec la complexité aussi de ces opérations. Alors, premièrement, le service action de la DGSE, c'est la branche armée clandestine des services secrets français. Donc le service action est composé uniquement de militaires, répartis en 4 centres, en état-major, un centre de nageurs de combat, un centre de forces spéciales clandestines et un centre avec des agents clandestins où j'étais. Et dans ces centres, il y a plusieurs cellules. Moi, j'appartenais à une cellule qui était uniquement tournée vers le renseignement à fin d'action. Le renseignement à fin d'action, qu'est-ce que c'est? C'est de monter des dossiers sur des ennemis de la République qui projettent des attentats ou non, trouver une habitude où l'individu sera seul pour l'éliminer. La majeure partie du temps, c'était prévu avec de l'explosif sous sa voiture. Donc c'est un travail de très longue haleine. On ne voulait pas tuer d'enfants ni de femmes. C'était la règle, me disait mon chef. Donc c'était un travail de longue haleine. Donc la finalité de notre action, c'était de trouver une habitude, trouver un moment où on pouvait le tuer. Cette élimination se serait faite par une cellule suivante. Parce que la RFA, la chaîne de la RFA, il y a plusieurs cellules qui ont des jobs bien particuliers et chacun a sa part, chacun a son rôle dans cette mission-là. Dans quel état d'esprit on était? Eh bien, paradoxalement, on n'avait pas de sentiment. Pour moi, c'était un ennemi. Je ne voyais pas Abou Walid ou je ne voyais pas Abou Hamza. Je voyais un mec qui appartenait à des mouvances terroristes et qu'il fallait éliminer. Mais au fil des années, je me disais, qu'est-ce qu'on attend pour agir? Et je me souviens avoir dit, mais bon, maintenant c'est bon, on sait qu'il est dangereux, on a tout ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on attend pour avoir le feu vert? Qui venait pas. Donc c'est encore une fois, je reviens à ce qu'on disait initialement, c'est le politique qui a le pouvoir de changer les choses.
il y a des sociétés qui le font, Israël, les États-Unis, les Russes, etc., etc. Nous, on le fait, c'est sûr qu'on le fait, puisque François Hollande l'a reconnu dans un livre qui est sorti par ces deux journalistes. Et, on avait l'impression de servir la République. Je me souviens d'une remarque d'un de mes camarades là, qui revenait de mission de Stockholm, je crois, je sais pas où. Il était dans un avion avec... il était dans un avion à côté de quelqu'un et il parlait de sa légende, bien évidemment, parce qu'il n'était pas... Et je me souviens, il disait souvent s'il savait ce qu'on fait. Donc on était vraiment dans une... C'est vraiment un métier qui est particulier parce que on est... c'est pas schizophrène, mais on est deux personnes en une et c'est vachement intéressant parce que, en plus, moi j'ai gardé cette fibre-là, je suis patriote, j'ai pas honte d'être français, je suis heureux d'être français. Toute ma famille a été une grande partie de ma famille a servi la France, police, gendarmerie, etc., militaire, bien évidemment. Certains sont même morts en action. Et donc voilà. Donc pour moi, ça a été... Aujourd'hui, ce que je fais, j'ai l'impression, c'est une continuité de ce que j'ai pu faire dans ma vie, parce que j'ai l'impression d'apporter, d'essayer d'insuffler cette fibre patriotique que j'ai et essayer je ne veux pas que mon pays sombre, quoi. Il me reste 20, 30, peut-être 40 ans à vivre, mais je n'ai pas envie que mon pays sombre. Enfin, 40 ans, je suis un peu optimiste. Mais je ne veux pas que mon pays sombre. Donc je pense que c'est un combat honorable, et c'est un combat qu'il faut mener. Et il faut mener aussi ce combat avec des sociétés comme les vôtres, des entreprises comme les vôtres, avec des jeunes qui ont aujourd'hui... C'est le grand... souvent, je vous l'ai dit, c'est que je trouve... J'étais vraiment étonné de voir autant de jeunes qui ont pris conscience qu'il ne fallait pas laisser sombrer notre pays, quoi. Et qu'il y a cette jeunesse qui est en opposition à cette jeunesse d'extrême gauche qui veut une seule chose, détruire ce qu'on est, quoi. C'est un engagement des deux bords. Je vais lire quand même quelque chose. Je vais lire quelque chose qui, pour moi, résume beaucoup de cette jeunesse d'extrême gauche qui est complètement à côté de la plaque et lobotomisée. Si je le retrouve, je ne vais pas prendre beaucoup, mais je vais le retrouver. Oui. Alors, pour le développement de la France, c'est important d'avoir de l'immigration. Pendant des années, on les a colonisés, on les a pillés, donc c'est normal qu'ils viennent reprendre ce qui est à eux. Ça vient de qui? Je ne sais pas, ça vient de quelqu'un de LFI. J'ai son nom, je pourrais retrouver son nom. Oui, c'est le côté on doit payer pour voilà. notre passé Moi, colonial. Moi, ça me donne encore plus envie d'aller de l'avant, et ça me donne encore plus envie de continuer d'avoir le discours que j'ai et de me battre pour que notre pays redevienne ce qu'il a été, en fait. Et vous comprenez d'ailleurs d'autant plus ce qui s'est passé aussi avec les Français pris en otage, parce que vous-même avez déjà vécu une prise en otage justement en Libye, je me souviens, on en avait parlé au mois d'octobre justement. Depuis le 7 octobre, évidemment, je pense souvent à ce qui nous est arrivé, mais ça n'a aucune comparaison avec ce qui se passe là-bas. Ça n'a aucune comparaison. Ils sont aux mains de barbares, ils sont aux mains de... Quand on voit dans quelles conditions ils ont été détenus, ils ont été traités, les femmes ont été violées. Nous, on a subi des sévices, on a été torturés, mais pas comme ça. Et surtout pas sur un an. Ils sont... Souvent, je dis, mais même les animaux ne feraient pas ce qu'ils ont fait, quoi. Parce que les animaux tuent pour manger. Et même les Russes s'occupent mieux des Ukrainiens qui sont prisonniers. Donc c'est le principe des lois. Il y a des règles de prisonniers, on les traite comme tels. Là, ce ne sont pas des prisonniers, justement. Ce sont des otages. Et c'est ça la distinction. Ce que les gens essayent de nous faire croire, c'est qu'ils mènent une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Quand ils disent qu'il faut négocier, mais on ne négocie pas avec les groupes islamistes terroristes. On les éradique. On ne négocie pas avec Al-Qaïda. On n'a pas négocié avec l'État islamique. On ne négocie pas avec eux. On les détruit. Et tant qu'en France, il y aura cette ambiguïté de la part d'une certaine classe politique et de certaines mouvances d'extrême gauche,
ça ne fonctionnera pas parce qu'ils mettent sur le même plan une armée conventionnelle, une armée régulière, une armée démocratique avec des groupes terroristes. C'est impossible. Le Hamas n'est pas une armée. Le Hezbollah n'est pas une armée. Depuis le début, il y a une presse aussi qui les traite une grande presse de gauche qui les traite comme une armée conventionnelle, le Hamas et le Hezbollah. C'est une erreur. Al-Qaïda n'est pas un mouvement de résistance. Pour conclure, j'ai posé la même question à André Berkoff et à d'autres. Quel livre aujourd'hui vous conseilleriez à quelqu'un qui nous écoute ce soir, qui peut-être ne lit pas beaucoup, parce qu'on est une génération qui lit de moins en moins, qui consomme surtout de l'audio, de la vidéo. Qu'est-ce que vous conseilleriez justement pour essayer de rester patriote ou de mieux comprendre ces enjeux? Alors, il y a un personnage qu'on voit régulièrement aujourd'hui, que j'ai pas découvert, mais j'ai appris à mieux connaître, c'est Philippe de Villiers. Et je trouve qu'il a profondément ancré en lui cette fibre patriotique. Et ses ouvrages sont aussi tournés vers ce patriotisme qui est en train de disparaître. Je trouve qu'il a beaucoup de... Les gens le traitaient d'extrémiste à une période. Aujourd'hui, je trouve qu'il s'est vraiment adouci dans son discours et dans sa vision, peut-être avec l'âge. Ça, ce personnage a un amour profond de la France. Ça, c'est indéniable. Si on veut comprendre un peu plus les réseaux des frères musulmans, des fréristes, il y a Florence Bergeau-Blacker qui a écrit un livre sur les fréristes et ces réseaux. Les fréristes, je crois, ou le titre exact. C'est ça. Eh bien, ça aussi, c'est très intéressant à lire parce que c'est un vrai constat, encore une fois. Hein, mais malheureusement, il n'y a pas de solution parce qu'elle ne donne pas de solution concrète. Mais je pense que si on a envie de s'informer aujourd'hui sur le niveau d'islamisation de nos sociétés, il y a de quoi faire en France. Il y a de quoi faire. Il y a aussi Alexandre Delval qui a écrit énormément sur le sujet, qui est très pointu sur... Qu'on reçoit bientôt. C'est quelqu'un de très pointu sur le sujet. Surtout des Turcs. C'est un universitaire, si je ne me trompe pas, et il est vraiment pointu sur le sujet. Quelqu'un de très pointu. Merci beaucoup, Pierre Martinet. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accordé cet entretien. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Je m'excuse à nouveau, et je m'excuse également, Pierre Martinet, pour ma voix. Moi, j'ai du miel. Il va falloir que je le fasse avec une bonne soupe ce soir. Donc ça, c'est important. Je devais aller sur un plateau de CNews. Je vais rentrer plus tôt parce que je vais éviter de propager ça à tout le monde. J'invite aussi nos auditeurs et spectateurs à télécharger notre application mobile Frontières sur iOS et Android. Pourquoi ? Parce que ceux qui, par exemple, ont pu visionner cet entretien en direct, et je les remercie du coup, en direct d'avoir suivi cet excellent entretien. C'est important et je vous invite également à acheter en kiosque le magazine Trump, l'homme à abattre. C'est notre 5e numéro. On a un magazine trimestriel qui fonctionne très bien. Vous avez participé pour une terre de peuple que les gens peuvent commander en ligne encore. Et également, vous aviez participé aussi au magazine, c'était le 3e, où vous nous aviez accompagnés en Mauritanie, donc sur les routes migratoires. C'était passionnant. Donc je les invite. D'ailleurs, vous pensez que entre Trump et Kamala Harris, vous avez un avis ? Ah oui, bien sûr que j'ai un avis. Moi, je suis partisan de Trump. Quand je vais aux États-Unis, je vois beaucoup d'Américains qui ont envie que Trump revienne. Parfois, j'ai un couple d'amis et la femme est Kamala et le mari est Trump, c'est drôle. Mais je pense j'espère qu'il va repasser. Bon on vous lance officiellement une invitation. Le 5 novembre, ici, on fera une soirée électorale toute la nuit. Ah je viens alors. Pour suivre l'élection, parce qu'on sait toujours que c'est sympa. On aura de la bière, etc. Ça sera bien pour suivre un peu la bière américaine, les sondages. Budweiser. On va essayer. Moi, malheureusement, j'ai arrêté l'alcool. Très bien. Mais il y a de la Bud sans alcool. On fera ça. Je trouve que c'est hérétique, mais on le fera quand même. Merci beaucoup, Pierre Martinet. C'est moi, bonne soirée. Et j'invite nos auditeurs aussi à lire vos livres. Ils sont vraiment passionnants. Moi, oui, le premier est toujours en vente d'ailleurs sur le sujet de mon ancien métier, DGSE Service Action. Oui. Un agent sort de l'ombre, il est toujours en vente depuis 20 ans, en poche maintenant. Et le dernier, prise en otage, un agent du Service Action raconte chez Mara Édition, qui se vend bien et qui est toujours en vente également. Je les ai tous en format numérique, ceux qui sont en format numérique. Oui.
chaque fois qu'il y a un vol en avion, je peux les dévorer. Merci beaucoup Pierre Martinet et bonne soirée à tout le monde. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatant au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître, avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.